L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur le président Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, certaines personnes voudraient faire croire que le gouvernement ferait régresser les libertés dans notre pays. Certes, le confinement restreint nos libertés du fait de la pandémie, mais c'est le cas dans presque tous les pays dans le monde et chacun sait que c'est transitoire. Hormis cette situation exceptionnelle, nous vivons en réalité dans le pays et à l'époque où nous disposons le plus de liberté depuis probablement le début de l'histoire humaine. Pour nous en convaincre, il suffit de réaliser que la liberté de choisir son conjoint, et cela quel que soit son sexe, de choisir sa grossesse ou de l'arrêter, la liberté de changer de sexe, la liberté de choisir sa religion ou de ne pas croire, la liberté de caricaturer ou de blasphémer, la liberté de s'exprimer dans la rue ou sur n'importe quel autre support contre le pouvoir, nous aurait conduit à l'échafaud il y a encore 250 ans. Je rajoute que nous avons la liberté de voyager dans presque tous les pays et d'échanger des produits ou des idées dans le monde entier. Toutefois, et certains semblent l'oublier, la liberté a aussi des limites. Celles qui assurent, en vertu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, la liberté de manifester n'emporte pas la liberté de tout casser, comme nous le voyons trop souvent depuis quelques années le samedi après-midi dans nos villes, au détriment de la liberté, de la sécurité des commerçants et des honnêtes citoyens, ce qui devient proprement insupportable. La liberté de filmer les policiers et de diffuser les images n'emporte pas la liberté d'organiser sur les réseaux des chasses aux flics et de porter atteinte à leur sécurité, notamment dans leur vie privée. Enfin, la liberté d'aller et de venir n'emporte pas le droit de contaminer autrui lorsqu'on le sait positif à la Covid-19 et qu'on le refuse de s'isoler. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rassurer les Françaises et les Français sur la volonté du gouvernement de garantir ce nécessaire équilibre entre les libertés et la sécurité de tous? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Olivier Becht, vous m'autoriserez, Monsieur le Président Olivier Becht, à ne pas me lancer devant la représentation nationale dans un grand exposé sur la manière de concilier grand débat, la liberté et la sécurité, encore que je ne peinerai pas à vous convaincre que le respect de la liberté d'aller et venir est d'abord garanti par la sécurité due à chaque citoyen de la République. Ce que je sais en revanche, c'est que la liberté, ça ne saurait jamais autoriser, comme on l'a vu samedi dernier, de porter atteinte à l'intégrité physique de 47 membres des forces de sécurité intérieure, auxquels je veux, devant la représentation nationale, apporter le soutien sans faille du gouvernement et de la nation tout entière. Ce que je sais, monsieur le député, c'est que la liberté, en effet, ça n'est pas de jeter en pâture des policiers sur les réseaux sociaux ou de leur crier « suicidez-vous ». Ce que je sais, c'est que la liberté, ça n'est pas d'aller casser des vitrines, des commerces et du mobilier urbain pendant les manifestations. Ce que je sais, c'est que la liberté, ça n'est pas porter atteinte au droit de manifester et d'exprimer légitimement ses revendications. Après ces événements, je tiens à faire connaître à la représentation nationale que 42 personnes ont été interpellées. 29 d'entre elles ont été placées en garde à vue pour des dégradations, des ports d'armes prohibés ou des violences volontaires. 9 d'entre elles, mesdames et messieurs les députés, ont été présentées à un magistrat à l'issue de leur garde à vue. Ces événements, vous avez parfaitement raison, sont intolérables. Ça fait trop de temps que ces casseurs s'immiscent dans les manifestations et produisent des actes inadmissibles. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de proposer des mesures pour remédier à cette situation intolérable, notamment des mesures préventives qui, vous le savez, ont dans un premier temps
été censurée par le juge constitutionnel, eh bien, nous allons remettre le chantier sur l'ouvrage pour trouver la solution la plus adaptée pour que cessent ces comportements inadmissibles. Merci, monsieur le Premier ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à monsieur Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Samedi, Paris a une nouvelle fois été le théâtre de scènes d'une violence inouïe, avec à chaque fois le même constat. Des forces de l'ordre blessées par dizaines, des pompiers attaqués et insultés, des commerces vandalisés, des manifestants pris en otage, et l'image toujours de la France abîmée. Et pendant ce temps, dans une interview sur un grand média numérique, le président de la République ose institutionnaliser à demi-mot une police qui serait violente et raciste. C'est grave, c'est faux et c'est impardonnable. Dans notre pays, les policiers qui ne se comportent pas de manière déontologique sont sanctionnés et personne ne trouve rien à y redire. On ne peut pas en dire autant des voyous qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui, eux, courent toujours en toute impunité. Plus aucun territoire de la République n'est d'ailleurs épargné. Ce week-end, 2 policiers en patrouille ont été pris à partie par une vingtaine d'individus en bande organisée dans notre ville-préfecture de Privas. Alors, qu'attendez-vous au-delà des paroles, monsieur le Premier ministre, pour casser cette spirale de la violence qui n'en finit plus, pour mettre fin au Black Bloc qui nie l'idée même de l'État, pour soutenir nos policiers choqués par les déclarations caméléons d'Emmanuel Macron aux médias bruts? Rien ne justifie l'opprobre jeté sur nos forces de l'ordre au plus haut niveau de l'État. Les lâcher aujourd'hui, c'est les lyncher. Ils ne méritent pas ça. Eux qui exécutent des missions difficiles au quotidien pour protéger la population. Les Français ne méritent pas ce double discours qui affaiblit la République et l'État de droit. Alors, après avoir attisé toutes les tensions depuis 3 ans, après avoir soufflé le chaud et le froid sur nos policiers, allez-vous rétablir l'ordre de la sécurité, première des libertés, et protéger enfin ceux qui nous protègent? Merci, chers collègues. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, S'il vous plaît, vous écoutez en silence la ministre. Vous avez la parole, madame la ministre. merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites croire que le président de la République aurait dit que la police était structurellement raciste, alors que le président de la République n'a jamais dit ça? Pourquoi vous faites croire que le président de la République aurait lâché les policiers, alors que le président de la République a manifesté son soutien à l'institution de la police républicaine, tout en disant qu'il fallait sanctionner très fermement les dérapages et les violences individuelles lorsqu'elles avaient lieu? Monsieur le député, pourquoi est-ce que vous faites croire que le président de la République dit une chose alors qu'il a dit l'exact inverse dans son interview? C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien parce que vous jetez de l'huile sur le feu et vous attisez les divisions et les haines. Le gouvernement est en soutien de la police. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas cessé de soutenir les forces de l'ordre dans les paroles et dans les actes, dans la continuité de ce qui est fait depuis 2017, avec le livre blanc de la sécurité qui a été initié par Christophe Castaner et Laurent Nunez, avec le Beauvau de la sécurité qui a été annoncé par le président de la République et qui sera mis en œuvre au ministère de l'Intérieur avec des moyens considérablement supplémentaires. D'ailleurs, votre groupe, le groupe LR au Sénat, a voté pour l'augmentation du budget du ministère de l'Intérieur, en soulignant le fait que c'était historique et exceptionnel comme engagement de la part du gouvernement en soutien aux forces de l'ordre, contrairement à ce que vous n'avez pas fait lorsque vous étiez au pouvoir. Je voudrais dire notre soutien aux policiers et aux gendarmes qui ont été blessés. Ils sont plus de 13 212 à avoir été blessés depuis début 2020. Ce sont des policières, des policiers et des gendarmes qui tous les jours s'engagent pour protéger la République française, pour protéger les citoyens. Et je leur dis que nous les soutenons. Je vous remercie. Mes chers collègues, d'abord, permettez-moi de déplorer que vous ayez privé M. Brun de la réponse du ministre par le chahut de la ministre, par le chahut que vous avez fait. J'ajoute que ce comportement n'est absolument pas digne de la tenue qu'exigent nos débats. La parole est à M. François-Michel Lambert et à lui seul.
Doucement. Arrêtez. Monsieur, vous arrêtez. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe Liberté et Territoires, de saluer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, qui nous permet à nous, parlementaires, d'être plus libres dans notre action, et lui, l'élu de Chamalières, de ne jamais oublier l'expression des territoires. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. Aujourd'hui, Journée mondiale du climat, nous devons rappeler plus que jamais la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. C'est l'ambition portée par la France depuis la COP21, il y a juste 5 ans. Le président de la République a voulu mettre en place une convention citoyenne pour le climat. Pendant 9 mois, 150 personnes ont travaillé pour proposer des mesures concrètes. Ces propositions devaient être transmises sans filtre. C'était la promesse du président de la République le 25 avril dernier, promesse qu'il n'a pas tenue. Tout au long de l'été, les déclarations du gouvernement se sont multipliées pour écarter ici des mesures, pour les affaiblir là. Le pouvoir législatif a été vraiment trop peu associé. Les territoires, eux, ne l'ont pas été. Ni les maires, ni les élus locaux, pas plus les citoyens, les associations, les entreprises des territoires. Or, vous le savez, Madame la ministre, l'écologie doit être partagée. Elle doit s'inscrire dans une France des territoires. C'est un gage d'efficacité. Le risque est majeur d'une rupture de confiance entre les gouvernements nationaux et les Français. Seule l'écologie des territoires permettra de tisser ces liens de confiance. Alors je conclurai en disant que si aucun gouvernement n'a su anticiper la crise Covid-19, par contre tous les gouvernements savent que nous devons anticiper la catastrophe du dérèglement climatique, à condition d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Madame la ministre, nous avons besoin d'associer les élus locaux, les forces vives de l'État, les parlementaires pour mobiliser notre pays. Comment allez-vous assurer cette co-construction qui permettra à la France, 5 ans après la COP21, de reprendre le flambeau de la lutte contre le réchauffement climatique? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lambert, vous l'avez rappelé, le Président, et je voudrais le rappeler à mon tour, le Président a fait le choix d'une démarche innovante, celle de réunir 150 citoyens tirés au sort et de leur demander de répondre à une question à la fois simple dans son énoncé, mais compliquée dans sa réponse, c'est de réduire de 40% les gaz à effet de serre à horizon de 2030. À l'issue de ce travail remarquable et remarqué, le Président de la République a pris un engagement devant les citoyens, celui de faire en sorte que l'ensemble des 146 propositions retenues trouvent une traduction réglementaire, législative, budgétaire, dans un cadre national ou dans un cadre européen. Et c'est le travail qui est mené depuis le mois de juillet, que vous avez rappelé, que je trouve que vous travestissez un peu, puisque c'est un travail qui a à la fois associé les membres de la Convention citoyenne, mais qui a aussi associé un certain nombre de parlementaires dans un premier travail de co-construction de la loi qui est en cours d'élaboration. Ce n'est pas sans difficulté, monsieur le député, vous avez raison, ce n'est pas sans écueil, ce n'est pas sans débat, mais si c'était facile, ça se saurait, tout le monde sait que c'est un sujet qui est complexe. Monsieur le député, vous avez une expérience déjà assez ancienne, une expérience de plusieurs groupes politiques, une expérience de plusieurs partis politiques, une expérience de la majorité, puis parfois de l'opposition, et donc je voudrais que vous me disiez le texte qui aurait fait l'objet de tant de travaux à ciel ouvert pour préparer son élaboration avec des parlementaires, avec des citoyens, avec le gouvernement. Le CCC est dans son rôle lorsqu'elle a formulé des propositions. Le gouvernement est dans son rôle en rédigeant un projet de loi qui soumettra au Parlement. Le Parlement sera dans le sien en débattant, amendant et au final votant ce texte. Et je trouve que ce n'est pas inutile de rappeler l'ordre des choses. Et c'est ça que je voulais vous rappeler. Et au fond, monsieur Lambert, nous pourrions partager une chose. Nous devrions tous être au rendez-vous d'une promesse. Une promesse qui a été faite devant 150 citoyens français, une promesse qui a été faite devant tous les citoyens, et en particulier celle de la nouvelle génération, c'est de faire en sorte que nous répondions aux défis climatiques. Et sur ce sujet-là, nous devrions nous retrouver tous ensemble plutôt que de nous diviser. Merci, monsieur le ministre. 4 secondes. Merci, monsieur le ministre. Vous avez oublié les élus locaux et nous le regrettons fortement. Merci. La parole est à monsieur Jean Terlier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, après 11 heures de débat en commission, c'est avec enthousiasme que nous abordons cette semaine le projet de loi portant modification de l'ordonnance de 1945 sur la justice pénale des mineurs. Avec enthousiasme et fierté, mes chers collègues, parce qu'à l'issue de nos débats dans l'hémicycle, nous pourrons nous féliciter collectivement d'avoir contribué à la réalisation d'un code, celui de la justice pénale des mineurs. Enthousiasme, fierté et ténacité,
car cela fait maintenant plus de 2 ans que la représentation nationale travaille à l'élaboration de cette ambitieuse réforme. Je voudrais ici saluer et remercier votre prédécesseur, Madame Nicole Belloubet, qui a eu le courage politique de porter ce sujet délicat dans le cadre de la loi de programmation justice, alors qu'aucun gouvernement depuis 15 ans n'en avait fait le choix. Saluer également la méthode qui a permis que nous puissions avoir un vrai débat parlementaire autour de ce texte avant son entrée en vigueur au 31 mars 2021. Tous les sujets seront abordés durant nos débats. Celui de l'âge de la responsabilité pénale des mineurs, autour de la restauration d'une présomption simple de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Celui de la réaffirmation des grands principes à valeur constitutionnelle qui guident ce texte, la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité d'un mineur qui ne peut être jugé comme un majeur, celui d'une justice pénale spécialisée. Le sujet des moyens à mettre en place aussi, monsieur le garde des Sceaux, pour conduire une ambitieuse réforme de la procédure qui doit permettre qu'un mineur soit jugé sur la culpabilité en moins de 3 mois, en instaurant une mise à l'épreuve éducative d'une durée de 6 à 9 mois et en redonnant une place prépondérante à la prise en charge des victimes. Enfin, le sujet des mineurs non accompagnés délinquants, qui ne doivent pas être considérés différemment des mineurs français délinquants, en saluant votre travail autour de l'accord historique signé avec le Maroc ce week-end. Monsieur le ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale dans quelles dispositions l'avocat pénaliste devenu garde des Sceaux aborde cette ambitieuse réforme de l'ordonnance de 1945 ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur Terlier, 97% des Français, selon un sondage récent, 97% des Français attendent cette réforme de la justice pénale des mineurs et 59% des Français estiment que c'est une réforme prioritaire. Jeudi, nous débattrons de ce texte, fruit d'une très longue concertation qui remonte en réalité à 2007. Des centaines de parlementaires ont été consultés, des organisations syndicales, magistrats, avocats, 4 gardes des Sceaux, et cette réforme est mûre, totalement mûre. Jeudi, j'aurai l'honneur d'exposer quels sont les renforts en magistrats, en greffiers, en éducateurs que nous allons attribuer à chaque juridiction à la suite d'une expertise particulièrement précise de l'Inspection générale de la justice. Vous me demandez quels sont mes sentiments à quelques jours de ce débat. Je suis particulièrement honoré et particulièrement fier de porter avec vous cette réforme. J'ajoute que je mesure évidemment la responsabilité qui est la mienne, je devrais dire qui est la nôtre, parce que cette réforme, enfin, est une réforme équilibrée qui consacre l'éducatif sur le répressif. C'est une réforme désormais prévisible qui permet aux mineurs, et c'est une exigence, d'être jugés dans une certaine rapidité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si tout va bien, mais tout ira mieux grâce à cette réforme. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Guillaume Larrivé. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'exprimer, au nom des Républicains et des Français que nous représentons, notre reconnaissance à l'égard du président Valéry Giscard d'Estaing. Il a servi la France avec l'intelligence et l'élégance d'un grand amoureux de la liberté. Pour ma génération, il était le président des jours heureux de notre enfance. Nous l'admirions. La préférence pour la raison plutôt que pour les passions se combinait chez lui avec la conscience de l'histoire et la volonté de s'inscrire dans le temps long. S'il était européen, c'est d'abord parce qu'il aimait la France et qu'il ne voulait pas qu'elle fût effacée à l'heure du choc des grandes puissances. Il n'ignorait pas le tragique,
qu'il avait éprouvé dès l'âge de 18 ans dans l'armée du général Deloître. Il avait appris l'État à l'aube de la Ve République comme ministre des Finances du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Et au fond, il savait faire vivre dans notre siècle la belle tradition nationale et libérale. Il avait compris que notre pays ne devait pas se complaire dans la nostalgie et qu'il ne pouvait y avoir de continuité sans changement. Il a su être un novateur raisonnable, faisant progresser la société française, améliorant la condition des femmes. Il a conforté notre démocratie, affirmant les libertés publiques, renforçant les droits des citoyens. Et parce qu'il savait que la France n'était forte que dans l'unité, il espérait pouvoir rassembler un jour jusqu'à 2 Français sur 3. Le président Valéry Giscard d'Estaing nous invitait à regarder haut. Je veux espérer, monsieur le Premier ministre, que nous saurons collectivement rester fidèles au legs giscardien. Merci. En retrouvant la capacité à préparer l'avenir. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Larrivé. Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint la semaine dernière. La France a perdu l'un de ses anciens présidents. Elle a aussi perdu un réformateur passionné, un visage du courage face au conservatisme, un visage de l'ouverture face au nationalisme. La semaine dernière, le président de la République exprimait l'émotion d'une nation tout entière. Vous exprimez à votre tour votre hommage et à mon tour, je m'y joins au nom du gouvernement. Valéry Giscard d'Estaing a posé certains des fondements de notre société moderne. J'appartiens à une génération qui est née postérieurement à son septennat. Une génération qui a grandi sans forcément savoir qu'elle le lui devait, avec la confiance que lui confère la majorité à 18 ans, avec la confiance que lui confère l'égalité des droits, avec la confiance que lui confère l'interruption volontaire de grossesse. Valéry Giscard d'Estaing a aussi contribué à changer la politique, vous l'avez dit. Il a voulu faire tomber les murs qui séparaient les Français du pouvoir. Il a voulu aller vers tous. Il a voulu rassembler par-delà les clivages. Valéry Giscard d'Estaing était un Européen, vous l'avez dit aussi, et c'est cela, je crois, que nous retenons. Un Européen passionné, exigeant, qui croyait en l'Europe parce qu'il aimait la France et qu'il voulait qu'elle continue à faire entendre sa voix dans le concert des nations. L'Union européenne a ses pères fondateurs. Valéry Giscard d'Estaing les rejoint puisqu'il a permis l'élection du Parlement européen au suffrage universel, instauré le Conseil européen, imposé les fondements d'une monnaie unique et donné âme au couple franco-allemand. L'Auvergne, la France, l'Europe, tels étaient ses horizons. Nous retenons ce regard vif, son action, ses mots et ses combats. Nous perdons un homme dont la passion était de servir la France, et la France ne l'oubliera pas. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Marie-Noëlle Battistel. Non, pardon, excusez-moi. La parole est à monsieur Jean-Luc Fugit, auquel je présente mes excuses. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, depuis 2 ans, notre mission d'information sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate a dressé un état des lieux des évolutions d'usage et de la mise en place des alternatives existantes. Ces travaux ont été conduits avec une approche scientifique privilégiant la confiance envers les acteurs rencontrés, dont les agriculteurs, à qui je veux rendre hommage pour la qualité de leur travail. Notre rapport de fin 2019 identifiait les difficultés rencontrées et formulait des propositions pour accompagner le monde agricole. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'entre 2017 et 2019, les ventes de glyphosate en France ont diminué de 30%. C'est un premier pas à souligner. Pour aller plus loin, vous avez indiqué le mois dernier, devant notre mission, les orientations que vous reteniez. Interdiction et réduction d'usage sur la base des travaux de l'ANSES, mise en place d'un chef de projet glyphosate, soutien financier aux agriculteurs en lien avec le plan de relance et financement de nouvelles recherches. Ces mesures devraient permettre d'atteindre en 2021 les 50% de baisse.
ce qui place la France comme pays pionnier. Car oui, nous sommes le seul grand pays d'Europe à avoir engagé la sortie progressive du glyphosate. Les autres pays, quelle que soit la coalition au pouvoir, n'ont pas engagé cette sortie. Monsieur le ministre, il nous faut poursuivre la transition engagée et en même temps soutenir nos agriculteurs avec des aides à la hauteur de l'enjeu pour éviter de mettre en péril leur exploitation. Aussi, j'ai 3 questions à vous poser. Quelle est la feuille de route fixée au chef de projet dit sortie du glyphosate? Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'ensemble des mesures de soutien que l'État apportera aux agriculteurs engagés dans la sortie du glyphosate dès 2021? Ne pensez-vous pas que pour atteindre la sortie complète de l'usage de ce principe actif et d'autres produits phytosanitaires présentant un danger, il soit souhaitable maintenant de porter la question au niveau européen? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fugy, au moment de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre hommage à tous les agriculteurs et tous les éleveurs qui, pendant cette nouvelle période de confinement, continuent à nourrir le pays. C'est une force de l'évidence qui s'impose, mais cette force de l'évidence, elle est liée à ces femmes et à ces hommes qui travaillent d'arrache-pied, y compris pendant la période de confinement. Alors, vous parlez de glyphosate et je voudrais saluer les travaux de la mission d'information que vous avez menée vous-même ainsi que le député Moreau. Aujourd'hui, la transition sur le glyphosate, elle est là. On ne le dit pas suffisamment, mais 1/3 des exploitations agricoles est déjà sorti du glyphosate. Un autre tiers est en cours. Et d'ici la fin du quinquennat, à peu près 50% en volume de glyphosate en moins sera apparu. Et vous l'avez dit, monsieur le député, il faut en être fier, c'est la plus forte transition agroécologique sur le glyphosate en Europe, avec le Luxembourg, et avec tout le respect que j'ai pour nos amis luxembourgeois, ce n'est pas exactement le même défi en termes de puissance agricole. Et donc, cette transition, elle est là. Et maintenant, la question qui s'impose à nous, c'est comment nous la renforçons. 3 choses. D'abord, il faut investir dans la recherche, évidemment. Nous venons de voter des crédits supplémentaires. Deuxièmement, il faut porter le débat au niveau européen. Parce que là où il y a des produits qui viennent au sein du marché commun avec d'autres types de production, concurrencer nos propres productions qui fait sa transition, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer. Donc portons ce sujet au niveau européen. Et enfin, 3e élément, il faut accompagner nos agriculteurs. Parce que c'est trop facile d'être dans l'injonction de dire il faut, si après il n'y a pas de création de valeur et si après il n'y a pas une rémunération. Et donc pour ce faire, nous avons décidé de renforcer l'accompagnement. Une transition, ça a un coût, il faut le dire. Nous allons créer un crédit d'impôt glyphosate si cette Assemblée l'autorise. Nous allons mettre 80 millions d'euros de plus dans le plan de relance pour porter à 215 millions d'euros l'investissement agroécologique. C'est ça l'écologie, c'est affronter la complexité du réel et ne pas être dans l'injonction. Merci, monsieur le ministre. La parole est cette fois réellement à Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, j'ai posé une question orale sans débat au sujet du premier Hercule, qui a pour objet de scinder EDF en plusieurs entités étanches entre elles, notamment pour ouvrir le capital de ses activités dans les énergies renouvelables. La réponse, ou plutôt l'absence de réponse de la secrétaire d'État, n'est pas de nature à lever les inquiétudes fortes et légitimes des syndicats, des élus locaux et de toutes celles et ceux qui s'intéressent au sujet de l'énergie. Depuis 1 an, le projet Hercule se construit dans le plus grand secret entre l'Élysée et Bruxelles. Selon Libération et Les Échos, visiblement mieux informés que la représentation nationale, ce qui est inacceptable, le président de la République aurait décidé seul le démantèlement du grand service public qu'est EDF. Sur le fond, de très nombreuses questions se posent. Alors que le contexte nous rappelle l'importance de services publics forts pour affronter les défis sanitaires, énergétiques et climatiques, EDF en est un. Pourquoi prendre le risque de le démanteler, de le fragiliser? Pouvez-vous communiquer à la représentation nationale sur quelle base ont lieu les discussions à Bruxelles? Où en est-on sur l'Arenh? Quel périmètre et statut pour la quasi-régie que vous souhaitez créer pour l'hydroélectricité? Quid du multi-usage de l'eau indissociable de la production? Quid des concessions de l'HM? Sur la forme aussi, les questions sont nombreuses. Qu'en sera-t-il de la gouvernance des 3 entités créées? Comptez-vous associer les parlementaires, élus locaux et syndicats? Quel est le calendrier et quel véhicule législatif? Monsieur le Premier ministre, nous attendons des réponses précises
Il est grand temps de faire preuve de transparence sur l'avenir de notre entreprise publique d'énergie et de cesser d'ignorer le Parlement. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Battistel, effectivement, nous l'avons évoqué ce matin déjà, le fait qu'EDF joue et contribue et continue à jouer un rôle principal pour notre pays. C'est un des principaux moteurs de la transition. Et oui, et cela n'a pas changé. Et je vous redis l'attachement au gouvernement, dans le cadre de ces négociations qui ont lieu, l'attachement à préserver ces équilibres, à ne surtout pas déstabiliser cette entreprise. Si nous avons un parc de production aujourd'hui qui est faiblement émetteur en gaz à effet de serre, si EDF développe massivement ses énergies renouvelables dans un parc nucléaire existant, alors que nous nous préparons à la fermeture de centrales à charbon, nous devons absolument, comme le prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie, préserver cet équilibre et cette part importante, tout en dégageant aujourd'hui des capacités d'investissement qui doivent être accrues pour participer pleinement à la transition écologique et énergétique. Alors EDF nous permet déjà de produire une électricité qui est effectivement une des plus décarbonées d'Europe. Nous avons, dans cette perspective et dans le cadre du projet Hercule que vous soulevez, cette demande qui a été faite au PDG d'EDF d'observer des propositions relatives à l'organisation du groupe, de dégager les ressources nécessaires pour répondre à ces défis d'investissement. Il nous faut retrouver un équilibre économique tout en dégageant une nouvelle perspective industrielle, et ceci en ayant la plus grande attention aux salariés qui doivent absolument pouvoir continuer à développer leurs compétences et leur savoir-faire dans les meilleures conditions. Ouais, enfin, ces négociations, elles ont lieu effectivement en ce moment. Elles prévoient également d'être vigilants sur une protection durable des consommateurs d'énergie. Ces négociations, elles ont lieu dans le cadre de notre détermination et de notre ambition à défendre les intérêts des Français. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Écoutez, du calme, on écoute Madame la députée. Oui, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, nous n'avons encore aucune réponse aux 7 questions extrêmement précises que j'ai posées. Aucune réponse. C'est un mépris total du Parlement. Nous allons être mis devant le fait accompli. C'est inacceptable et vous confisquez le débat. Merci. La parole est à Madame Michèle Tabarot. Bien, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 18 novembre dernier, avec mon collègue Jacques Maire, nous avons présenté le rapport de la mission d'information sur le contrôle des exportations d'armes de la France, qui a été créée à l'initiative de la présidente Marielle de Sarnez. Pendant 18 mois, nous avons réalisé 4 déplacements et rencontré de très nombreux acteurs, experts, industriels, ONG et institutionnels. Ce travail nous a permis de parvenir à un constat équilibré de la situation. Nous avons ainsi rappelé l'importance des exportations d'armes pour l'autonomie stratégique de notre pays. Mais nous avons aussi relevé des manques qui nous ont conduits à faire 35 propositions, comme une clause systématique de non-réexportation des armes de petit calibre, pour que des armes vendues par la France ne puissent pas se retourner un jour contre la France. Ou encore celle visant à donner un plus grand rôle au Parlement dans le contrôle des exportations d'armement. En effet, nous avons constaté que la France est le seul pays occidental à ne pas impliquer ses parlementaires dans ce domaine. Les États-Unis, la Suède, la Grande-Bretagne et bien d'autres sont parvenus depuis longtemps à concilier des ventes d'armes avec la transparence. La France doit faire de même. C'est pour cela que nous demandons la création d'une délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armement. Or, l'ONG Disclose et les médias ont affirmé hier qu'il existerait une note confidentielle du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale placée sous votre autorité. Il conseillerait au gouvernement de ne pas permettre au Parlement d'exercer ce contrôle. Ce serait une lourde erreur. Vous savez que cette évolution est inéluctable. L'opacité entretient les doutes. Alors, Monsieur le Premier ministre,
Pouvez-vous nous dire si cette note existe et pouvez-vous aussi nous Merci, préciser Madame la députée. quelle La est votre parole est à Madame position sur la Geneviève création Darrieussecq, d'une délégation ministre parlementaire déléguée chargée de la respectant mémoire ainsi les droits du et des Parlement. anciens combattants. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, dans votre intervention, vous évoquez les éléments mentionnés dans un article de presse dont vous comprendrez parfaitement qu'au regard de la législation sur le secret de la défense nationale, je ne les commenterai pas. Vous le savez et vous le soulignez dans votre rapport, les décisions sur les autorisations d'exportation de matériel de guerre sont prises à la suite d'un examen interministériel rigoureux. Le rapport que vous avez coécrit avec le député Jacques Maire confirme l'efficacité et la rigueur de ce processus d'attribution de licences par la commission interministérielle pour l'étude des exportations. Il est rappelé que ce processus garantit le strict respect de nos engagements internationaux sur le commerce des armes. Depuis 1998, le ministère des Armées remet chaque année à la représentation nationale un rapport détaillant les exportations d'armement de la France. Et depuis 3 ans, le format et le contenu de ce rapport ont largement évolué pour offrir davantage de clarté et de lisibilité et ainsi répondre à l'exigence de transparence. Votre rapport illustre par ailleurs le rôle majeur que jouent les exportations pour l'équilibre et la pérennité de la base industrielle et technologique de la défense française, ainsi que pour le maintien de notre autonomie stratégique en lien avec la politique étrangère de la France. Il aborde également, bien sûr, la place jouée par les exportations des matériels de guerre dans la réponse apportée aux besoins légitimes de certains États partenaires de renforcer leur sécurité dans un contexte international lourd de menaces. Vous y préconisez un certain nombre d'évolutions, 35 propositions, qui sont étudiées avec attention par le Gouvernement. Vous connaissez notre disponibilité pour travailler sur ces sujets dans le cadre des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, des prérogatives de l'exécutif pour la conduite de la politique étrangère et de la préservation des secrets protégés par la loi. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlanges. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing nous fait vivre un singulier paradoxe. L'ancien président de la République était un homme de 94 ans, qui avait quitté le pouvoir voici près de 40 ans, et à qui la faveur du peuple n'avait accordé qu'un mandat de 7 ans. Eh bien, cet homme-là, tout le montre, dans les commentaires, les images, les éloges qui entourent son départ, est resté notre contemporain capital. Que nous dit donc aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing, qui nous importe au premier chef et qui doit, Monsieur le Premier ministre, vous importer comme à nous? Nous mesurons d'abord que son œuvre, une œuvre dont tant de nos concitoyens avaient tendance à oublier qu'il en était l'auteur, pétrit toute notre vie quotidienne. Au lendemain de mai 68, il n'a pas inventé la modernité, mais il l'a inscrite décisivement dans nos lois et dans nos usages. Ces combats, l'égalité des femmes et des hommes, l'émancipation de la société civile, la reconnaissance des droits et du rôle de la jeunesse, la construction d'une Union européenne ambitieuse et politique sont aujourd'hui nos combats de tous les jours. À l'affrontement des gorgones et des méduses, il a passionnément voulu substituer le règne de ce qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui, une démocratie paisible et réfléchie, construite autour d'une idée partagée du bien commun. Monsieur le Premier ministre, vous êtes confronté à une France plurielle, fragmentée, divisée et qui semble en permanence être au bord de la crise de nerfs. Nous vous demandons d'aller plus loin dans la fidélité au message du président Giscard d'Estaing. Nous vous demandons de prendre les initiatives qui s'imposent pour que notre pacte républicain, aujourd'hui si mal en point, soit refondé et que cette Chambre, la démocratie représentative, dont nous sommes dans cette Chambre les dépositaires, soit pleinement réhabilitée. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à écrire avec nous un nouveau chapitre de démocratie française? La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Bourlanges, j'ai choisi de répondre à votre question non seulement pour m'associer une nouvelle fois, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, à l'hommage que l'ensemble de la nation a rendu à l'œuvre et à la personne du président Valéry Giscard d'Estaing, récemment disparu, mais aussi parce que je sais combien la formation politique à laquelle vous appartenez, combien votre propre implication ici ou au Parlement européen, Monsieur Jean-Louis Bourlanges, combien cet héritage est porté fortement par vous et vos collègues députés. Vous voyant, je pense d'abord, Mesdames et Messieurs les députés, à l'engagement européen du président Valéry Giscard d'Estaing. Pour vous rappeler ici qu'il ne fut pas toujours compris, pour vous rappeler qu'il fut même combattu, et pourtant, combien les voies qu'il a ouvertes, combien, comme on dit, le couple qu'il forma avec le chancelier Schmitt demeure d'une étonnante modernité. Je n'oublie pas, Monsieur Bourlanges, que le président Giscard d'Estaing fut élu en 1974, année où la France, l'Europe et le monde entrèrent dans une crise grave, le premier choc pétrolier dont on n'est d'ailleurs pas tout à fait sorti encore, mettant un point final aux 30 glorieuses qui nous apparaissent si lointaines. Il lutta avec énergie contre cette crise, mais là encore, ça n'alla pas sans controverse, sans division, sans problème, et vous le savez. Et pourtant, il fit face, sans démagogie, prenant des mesures parfois incomprises, mais toujours nécessaires. Et enfin, vous l'avez dit, Monsieur le député, le président Giscard d'Estaing fit, comme on dit aujourd'hui, bouger les lignes de notre société. Je ne vais pas vous faire l'injure, vous l'avez fait vous-même, de vous rappeler toutes ces réformes essentielles qui aujourd'hui encore, comme vous l'avez dit, marquent profondément notre vie collective. Et pourtant, cela n'alla pas de soi. Et pourtant, les contestations furent vives. Et pourtant, l'apaisement fut long, et vous le savez. Évoquant la mémoire du président Giscard d'Estaing, on se dit qu'il faut oser et qu'il est parfois difficile d'avoir raison trop tôt. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Jean-Luc Bourgeot, devenu député de la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine le 1er août, en remplacement de Monsieur Gilles Lurton. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il reste à Londres et à l'Union européenne 24 jours pour parvenir à un accord. Le 31 décembre prochain s'achèvera la période de transition post-Brexit. Sans accord, le régime de l'OMC s'imposera avec toutes ses conséquences. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de l'impact sur l'agriculture, le transport, le tourisme et les nombreux Britanniques qui détiennent des résidences secondaires chez nous. Je vais plutôt vous parler de la mise en place de droits de douane et de quotas pour nos pêcheurs. Ce no deal aura des conséquences considérables pour l'Union européenne, la France et les régions du littoral. En Bretagne, avec ses 4 990 marins pêcheurs et leurs familles, la pêche est essentielle et représente 40 à 45% de la pêche française pour 16 500 emplois. À Saint-Malo, si Jersey reprenait la main sur ses eaux et distribuait des droits de pêche payants, les marins seraient alors contraints de faire 2 à 3 heures de navigation supplémentaires pour aller pêcher.
Le port de Saint-Malo ne serait alors plus stratégique pour les armements. L'absence d'accord ou un mauvais accord aura un impact sur toutes les politiques de pêche en Europe et remettra en question un équilibre patiemment conçu. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, lors d'un déplacement à Boulogne-sur-Mer, vous avez été interpellé par les marins-pêcheurs et votre réponse m'inquiète beaucoup. Je vous cite, « C'est une négociation et une négociation doit aboutir à des compromis. » Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous sacrifier la pêche française et ses marins-pêcheurs pour signer cet accord avec le Royaume-Uni ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bourgeot, vous avez raison, après plus de 3 ans de négociations, c'est maintenant le moment de vérité dans cette discussion entre l'Union européenne et notre négociateur Michel Barnier et les autorités britanniques. Nous devrons, dans les prochains jours, faire un choix difficile entre finaliser un accord ou acter, si celui-ci n'est pas bon, que c'est la fin de la négociation et que nous serons dans le domaine du no deal, comme vous l'avez dit. Je veux souligner qu'un accord serait en tout point meilleur pour nous, nous le souhaitons. Nous continuons cette négociation. À l'heure où nous parlons, M. Barnier négocie encore avec la partie britannique. Mais je veux vous rassurer sur ce point, nous l'avons toujours dit, depuis 3 ans et demi, le Premier ministre l'a rappelé encore ces derniers jours, nous n'accepterons pas un accord à tout prix. Les points qui restent difficiles sont connus, ils sont précisément ceux sur lesquels nous défendons nos intérêts. La question des conditions de concurrence équitable dans tous les domaines, y compris d'ailleurs celui de la pêche, les questions de gouvernance, et puis bien sûr cette question spécifique de la pêche qui est sans doute la plus importante. Sur le sujet de la pêche, nous défendons à la fois le maintien d'accès durable aux eaux britanniques, le maintien de quotas importants de pêche dans les eaux britanniques et spécifiquement, c'est particulièrement important d'ailleurs pour la région des Hauts-de-France, mais aussi pour la Bretagne, la question de l'accès à la bande des 6-12 000, sujet que vous connaissez très bien. Nous voulons un accès large, nous voulons l'accès stable, nous voulons l'accès durable. Nous l'avons dit de manière transparente dès le premier jour, ce ne sera pas le statu quo après le 1er janvier dans aucun domaine, mais nous ne sacrifierons pas, soyez-en sûrs, nous ne sacrifierons pas les intérêts de la pêche française. Le Premier ministre était avec la ministre de la Mer et plusieurs membres du gouvernement à Boulogne la semaine dernière. Nous étions récemment avec Annick Girardin en Normandie et nous nous rendrons en Bretagne. Nous défendrons encore les intérêts des pêcheurs français. Un no deal serait tout à fait catastrophique, mais un accord ne sera pas fait à tout prix, je vous le garantis. Je rappelle aussi que le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé dans toutes les hypothèses la mise en place, en plus du plan de relance, d'un plan d'accompagnement pour le secteur de la pêche. Nous ne laisserons pas tomber la pêche française. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Sébastien Jumel. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas rester silencieux. Branchez-vous à cette question. EDF a construit l'indépendance énergétique de la France. EDF, c'est notre souveraineté. EDF, c'est le patrimoine des Français. EDF, c'est encore aujourd'hui l'outil qui pourrait nous permettre de relever le défi climatique. Depuis 20 ans, l'opérateur historique a été fragilisé, désorganisé par une vague de libéralisation du marché de l'énergie vendu comme un Graal. On a inventé l'usine agrale de la Reine pour réguler l'énergie nucléaire et on a affaibli EDF. On a démultiplié les fournisseurs et on a affaibli EDF, devenu la mère nourricière de simples marchands d'énergie. EDF, c'est notre bien commun. Pourtant, sans jamais avoir dressé quelconque bilan de cette vague de libéralisation, vous voulez franchir un pas de plus dans le démantèlement de ce fleuron industriel avec le projet Hercule. Hercule dont les Français vont rapidement comprendre les périls grâce aux salariés, grâce à leurs syndicats, grâce à la presse, grâce à l'opposition qui est rassemblée. Alors, après toutes les questions restées sans réponse depuis 2 ans, j'ai cet après-midi 2 questions simples à vous poser. Elles sont celles du spectre large de l'Assemblée, des Républicains jusqu'aux Insoumis, en passant par les communistes et les socialistes. Le projet Hercule de découpe en tranches d'EDF, peint en bleu, vert et azur pour la carte postale marketing, sera-t-il, oui ou non, dans les bagages de la prochaine loi inspirée par la Convention citoyenne pour le climat ? Sera-t-il embarqué dans ce texte sous la forme d'un article renvoyant à une ordonnance future, c'est-à-dire privant le Parlement de ses prérogatives d'amendement et d'opposition ?
Merci, cher collègue. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jumel, vous l'avez dit, et je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est effectivement un bien commun que tout le monde a à cœur de préserver. La priorité du gouvernement, elle est celle que je vous ai déjà dite tout à l'heure, c'est celle de disposer de capacités d'investissement qui soient accrues pour participer pleinement à la transition. EDF nous permet déjà de produire cette énergie qui est très décarbonée. Le projet Hercule, à laquelle certains réfléchissent, oui, certains réfléchissent parce qu'il est normal dans une dynamique industrielle d'avoir ces réflexions et de préserver une certaine agilité dans notre outil. Cette réflexion-là, elle a lieu. Il s'agit de restructurer, ce qui ne veut pas nécessairement dire, monsieur, déstructurer. Restructurer, c'est une réflexion éventuelle, une réflexion saine. Et vous savez comme moi, s'il peut y avoir des craintes, s'il est essentiel pour vous comme pour nous de préserver le salariat, de préserver le pouvoir d'achat des Français, de préserver notre indépendance énergétique, nous avons cette crainte, vous le savez, que n'importe quel signe, n'importe quelle hypothèse puisse être interprétée comme un signe et un signal qui déstabiliserait certains marchés et certaines négociations. Donc, vous savez à quel point la sphère parlementaire est impliquée dans ces réflexions. Nous aurons à cœur, évidemment, de poursuivre ces réflexions quand elles se préciseront, soyez-en certains. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, votre secrétaire d'État confirme que vous négociez en catimini avec la Commission européenne au détriment de la France. Sortez les doigts de la prise et venez discuter avec le Parlement de ce projet essentiel pour l'avenir de la nation. Merci, monsieur le député. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Marie Silin, devenue députée de la 12e circonscription de Paris le 27 août, en remplacement de Madame Olivia Grégoire. Bienvenue, chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Bérangère Abba. Madame la Ministre, 3 degrés. 3 degrés supplémentaires, c'est le réchauffement climatique qui nous attend d'ici 2100, d'après l'étude du GIEC. En cette journée mondiale du climat et à seulement 4 jours de l'anniversaire de l'accord de Paris, regardons collectivement le chemin parcouru et réaffirmons notre ambition politique. N'en déplaise aux oppositions, depuis 3 ans, la majorité parlementaire et le gouvernement agissent en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense par exemple à la fermeture des centrales à charbon en 2022, à l'interdiction des hydrocarbures en 2040, à l'interdiction progressive des plastiques à usage unique ou encore à l'abandon de grands projets controversés comme la Montagne d'Or en Guyane. Depuis plusieurs années, la France porte ses ambitions environnementales à l'international et en Europe avec le Green Deal. Elle a conforté son leadership pendant que certaines puissances, telles que les États-Unis ou le Brésil, étaient dans le renoncement. À ce titre, je me réjouis de la nomination de John Kerry en tant que représentant spécial du climat pour les États-Unis. Il s'agit là d'un signal fort pour le monde et un encouragement pour nous tous. Plus que jamais, la France a un rôle majeur à jouer en matière de diplomatie environnementale. En ces temps difficiles pour nos concitoyens, nous devons porter un message d'espoir et de pragmatisme. Nous devons les associer et nous devons les consulter sur ces enjeux phares. Je pense en particulier à la jeunesse et aux territoires. Les travaux de la Convention citoyenne pour le climat doivent guider nos politiques publiques. Nous aurons, nous parlementaires, à en être les garants. Madame la ministre, comment souhaitez-vous faire de la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat un axe fort de ce quinquennat? Quels sont les moyens dont se dote le gouvernement pour faire de la transition écologique une fierté française et européenne? Merci, je vous remercie. chers collègues. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Silin, effectivement, depuis le début du quinquennat, nous travaillons, nous avons à cœur, avec le Parlement, avec les citoyens, avec les sphères économiques, financières,
de renouveler notre ambition écologique. Et si nous faisons face aujourd'hui à l'une des plus grandes crises sanitaires, économiques et sociales, c'est que l'activité humaine a malheureusement perturbé certains équilibres. Dans ce moment de difficulté, mais aussi de prise de conscience collective, nous avons déployé des moyens d'une ampleur inédite. Ce sont les 30 milliards d'euros du plan de relance qui sont financés, qui financent une transition qui est nécessaire et impérative aujourd'hui. Et nous avons, pour ce faire, souhaité agir au plus près du quotidien des Français. Ce sont ainsi 2600 bonus écologiques par semaine qui sont distribués pour l'achat de véhicules électriques, là où on en comptait 1300 avant la relance. Ce sont, pour ma prime Rénov', 10 000 dossiers par mois qui étaient étudiés. Ils sont aujourd'hui 30 000. Ce sont également ces convictions qui nous font aborder la transition écologique, non pas comme une contrainte et en faisant contre, mais en faisant avec l'engagement et la participation de tous, que le Président de la République a souhaité concrétiser dans cette innovation démocratique qu'est la Convention citoyenne pour le climat. C'est donc un processus qui est plus participatif dans l'élaboration de la loi, qui fera évidemment date, dont les quelques mesures les plus emblématiques ne doivent pas masquer la diversité, la richesse et la cohérence des propositions. Nous avons ici un nouveau modèle économique qui se dessine, qui doit concilier l'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens et le respect des limites planétaires. C'est donc une responsabilité commune et avant tout une exigence de cohérence, une cohérence entre les objectifs et les moyens, une cohérence entre nos politiques publiques, une cohérence entre ce que nous défendons au niveau national et ce que nous défendons au niveau international. Et c'est comme ça que nous porterons un mandat fort au moment des grandes échéances internationales de 2021, la COP15 et la COP26. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la crise sanitaire montre à quel point le sport est vital. C'est un atout face à la pandémie pour préserver la santé mentale et physique de nos concitoyens. L'activité physique et sportive est une bouffée d'oxygène, un antidépresseur puissant qui permet de lutter contre le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'activité physique adaptée est le meilleur médicament pour prévenir les facteurs de risque de la Covid-19, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, mais aussi soigner les nombreux malades qui souffrent de séquelles. Et pourtant, le monde du sport se sent délaissé, voire méprisé. Alors que les gens s'entassent parfois dans les centres commerciaux, pourquoi attendre la fin du mois de janvier pour envisager de réouvrir les salles de loisirs marchands, aujourd'hui exsangues, dont la moitié envisage une procédure de sauvegarde ou de liquidation dans les 6 prochains mois? Pourquoi attendre le mois de janvier pour réautoriser le public dans les stades en plein air ou dans les salles avec des protocoles sanitaires stricts? La survie de nombreux clubs professionnels est en jeu. Pourquoi attendre fin janvier pour la reprise du sport collectif des adultes, alors que les clubs subissent une coupure sans précédent de 8 mois de leurs activités et une perte de licence estimée entre 20 et 25%? Le sport amateur à l'arrêt, au-delà de la santé publique, c'est une perte de vie sociale et de bien-être collectif. Le passe sport est une bonne idée que nous avions proposée en 2019 avec mon collègue sénateur Jean-Jacques Lozach. Mais le dispositif envisagé est clairement sous-dimensionné et il s'agit de le mettre en place le plus rapidement possible, dès le premier trimestre 2021, pour accompagner la reprise des activités en club, pas à l'été 2021. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas encore lancé un grand plan pour lutter contre les effets de la sédentarité qui fait aujourd'hui des ravages chez les enfants, les adolescents et les étudiants? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Régis Juanico, nous avons un plein accord sur les premières dizaines de secondes de votre question, les 40 premières secondes. Elles étaient très belles et elles disaient ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire le sport est fondamental, l'éducation physique et sportive est ce que nous devons à nos élèves. Je souligne au passage que dans le monde entier, après la classe de 6e, il y a une baisse de l'activité physique et une baisse de la lecture. Et sur ces deux sujets, nous sommes extrêmement actifs. Alors vous le savez que nous sommes actifs. Nous sommes à la fois actifs et responsables. Responsables parce qu'il y a évidemment la crise sanitaire et que nous savons que certaines pratiques peuvent être contaminantes. Et donc nous avons été responsables sur ce sujet et je pense que personne ne peut nous le reprocher. Mais nous sommes aussi actifs parce que nous sommes en soutien des acteurs du monde sportif. Et je veux souligner d'ailleurs leur caractère extrêmement responsable. Et je fais référence à la visioconférence que nous avons eue avec les responsables et le Président de la République et le Premier ministre sur ces sujets où nous avons co-construit les solutions.
D'abord, depuis mars, nous avons dépensé plus de 3 milliards d'euros en soutien du monde sportif. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, on l'a fait évidemment dans le cadre des mesures générales, mais aussi avec des mesures particulières. Merci d'avoir souligné ce qui est fait avec Passeport, et je veux bien être stimulé par vous sur ce sujet pour aller encore plus loin, puisqu'il ne s'agit pas seulement de traverser la crise, mais de préparer l'avenir, c'est-à-dire plus d'inscriptions des enfants, des adolescents dans les clubs. Nous soutenons aussi le sport professionnel avec la compensation de billetterie. Chacun des deux sujets, c'est plus de 100 millions d'euros, ça fait 200 millions d'euros qui s'ajoutent aux 3 milliards dont j'ai parlé. Et puis il y a d'autres mesures. Le temps manque pour toutes les détailler, mais je voudrais dire aujourd'hui que nous avons annoncé la création d'un enseignement de spécialité d'EPS en lycée général et technologique. Cela signifie que la réforme du lycée permet aujourd'hui de développer l'éducation physique et sportive, comme d'autres réformes que nous menons. Je pense aussi à ce que nous faisons à l'école primaire aujourd'hui, avec les 30 minutes d'activité physique par jour dans l'Académie de Créteil, que nous avons vocation à développer partout. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous me parlez de l'EPS en spécialité en 2021. Les écoles étaient ouvertes lors du deuxième confinement. Pourquoi n'avez-vous pas fait un grand plan d'EPS obligatoire supplémentaire et de 30 minutes par jour d'activité physique? Député. La parole est à madame Maud Petit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, en avril 2019, dans cet hémicycle, j'ai pris la parole pour dénoncer l'ignominie sociétale des violences sexuelles commises sur nos enfants. En Europe, chez nous, 1 enfant sur 5 en est victime. 1 sur 5. Toutes et tous, dans cette Assemblée, condamnons fermement ces agissements. Mais aujourd'hui, les mots ne suffisent plus, la prise de conscience ne suffit pas. Nous, élus de la nation française, devons prendre nos responsabilités et protéger les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ne peuvent se défendre, ceux qui ne peuvent parler quand l'inimaginable pour eux se produit. Je vais reprendre ici les mots du manifeste contre la pédocriminalité, écrit par Karl Zéro, Oméra Cellier et Serge Garde, que j'ai rencontrés à ce propos. Utiliser le corps d'un enfant, ce n'est ni une liberté, ni un choix de vie, c'est un crime. Je connais votre engagement, monsieur le ministre, dans cette lutte. Je veux vous dire, et dire à mes collègues sur ces bancs, que nos concitoyens réclament des mesures fortes et justes pour lutter contre l'horreur de la pédocriminalité. Ma collègue Alexandra Louis vous a remis un rapport la semaine dernière contenant des recommandations importantes dans cette lutte. Il rejoint des points que nous étions plusieurs, de toute sensibilité politique, à défendre en 2018. Créer des circonstances aggravantes relatives au comportement incestueux, dédier une partie du code pénal aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, envisager d'intégrer dans la loi un mécanisme de prescription glissante. Le Haut Conseil à l'égalité recommande aussi une présomption de contrainte lorsqu'un majeur commet un acte sexuel à l'encontre d'enfants de moins de 13 ans. Et quelle reconnaissance juridique pour l'amnésie traumatique. Monsieur le ministre, les éléments sont là, la volonté parlementaire est présente et nos concitoyens attendent ces actes forts pour qu'en France, dorénavant, la honte change de camp. Aussi, monsieur le ministre, comment le gouvernement rejoint-il cette lutte ? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maud Petit, pardonnez-moi. Dans une vie désormais révolue, j'ai souvent plaidé que la justice n'était jamais aussi grande que quand elle se préoccupait du sort des tout-petits. C'est vrai aussi pour la politique, j'en suis absolument convaincu. Mais je voudrais d'abord vous dire que, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de lutte contre les violences sexistes faites aux enfants, depuis le début de ce quinquennat, nous avons beaucoup travaillé et j'ai la fierté de vous dire que personne n'en a fait autant que notre majorité. Je dis bien personne. Je dis bien personne. Et les textes le démontrent. Nous avons cette loi de 2018, nous avons la loi de juillet 2020. Madame Alexandra Louis m'a remis cette semaine un rapport. J'ai tenu à la recevoir à la chancellerie en présence de 2 autres ministres, Elisabeth Moreno et Marlène Schiappa, pour démontrer la volonté du gouvernement et sa totale
solidarité sur cette question. Alors, vous me posez une question précise, je veux y répondre précisément. S'agissant de ce rapport, un certain nombre de recommandations vont faire l'objet d'une analyse précise des services. Vous l'imaginez, prendre des mesures, c'est une chose, il faut le faire en respectant bien sûr l'état de droit et les grands principes qui nous dirigent. Mais je veux également vous dire que M. Adrien Taquet a d'ores et déjà mis en œuvre un certain nombre des recommandations de ce rapport. J'évoque notamment ici, et je veux être précis, les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, et l'objectif est qu'il y en ait un par département d'ici 2022. Nous sommes également mobilisés sur le renforcement des contrôles systématiques des professionnels exerçant une activité auprès des mineurs. Et je voudrais, madame, j'entends que vous me croyez, nous sommes totalement investis et engagés sur cette question. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, pas un mot. Des plans d'une centrale nucléaire circulent dans la nature et peuvent se trouver dans n'importe quelle main malveillante, et vous ne dites pas un mot sur ces révélations de Greenpeace et Mediapart. Schéma des clôtures électriques, position exacte des alarmes et des détecteurs anti-intrusion, vue des caméras et de leurs angles morts, plan des sas d'accès sécurisés, jusqu'à la taille exacte des boulons qui serrent les grilles d'accès à la centrale. N'avez-vous rien à dire alors que circule un véritable mode d'emploi pour une attaque contre une installation nucléaire? Le nucléaire est hors de contrôle, l'EPR en est le symbole et vous en êtes responsable. Responsable car vous êtes resté sourd à toutes les alertes. Vous avez ignoré les associations et la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire menée par une certaine Barbara Pompili. Pire, vous avez criminalisé les lanceurs d'alerte et utilisé des moyens antiterroristes contre les militants de Bure. L'EPR de Flamanville était déjà un désastre, il devient une bombe à retardement. Il devait coûter 3 milliards, la facture sera de 19 milliards. Sa mise en service a pris 11 ans de retard. L'EPR, c'est des problèmes en série sur la cuve, le couvercle, le mur de la piscine, les soudures. L'EPR, c'est la condamnation de Bouygues pour travail dissimulé sur le chantier. C'est une cascade de sous-traitance, y compris dans la sécurité. Ah, quelle est belle votre énergie d'avenir, puissant fond qu'on ne cesse de renflouer à coups de milliards, dangereuse du fait des centrales vieillissantes aux multiples défaillances, mise à l'arrêt au moindre aléa climatique, sale avec des montagnes de déchets radioactifs dont personne ne sait que faire, low cost avec un recours massif à la sous-traitance, et maintenant, cible facile pour une personne mal intentionnée. On savait déjà que le nucléaire était une énergie du passé. Avec ces révélations, nous avons une preuve de plus qu'elle menace notre avenir. Alors, monsieur le Premier ministre, soyez à la hauteur de vos responsabilités. Quand allez-vous arrêter ce fiasco? Merci, madame Panot. La parole est à madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Madame Panot, alors, déjà on va commencer, on n'est pas d'accord et vous le savez, non, l'énergie nucléaire n'est pas nécessairement une énergie du passé. Le président de la République aujourd'hui même, en ce moment même, et vous le savez aussi, est au Creusot pour conforter, soutenir une filière essentielle, à la fois le nucléaire civil mais aussi le nucléaire militaire, filière qui nous permet, si vous autorisez la réponse, madame Panot, filière qui nous permet de disposer d'une économie et d'une énergie décarbonée. Nous ne serons pas d'accord non plus sur l'avenir de la filière, sur lequel vous ne me questionnez pas, mais comme nous croyons au nucléaire, à défaut de commenter les fuites, mais je vais y revenir, de la presse, mais ça me semble plus intéressant aussi de parler de la filière et de l'avenir d'une filière qui concerne des centaines de milliers de travailleurs français, accessoirement. Sur la filière et sur l'avenir de cette filière, vous dire peut-être que nous attendons, parce que je sais que vous suivez le dossier depuis des années, nous attendons la remise d'un rapport d'EDF en début d'année, mi-d'année 2021, afin de voir ce que nous ferions pour envisager peut-être de nouveaux types de réacteurs, EPR, nouvelle génération. Mais de grâce, nous allons faire les choses dans l'ordre. J'entends votre voix, mais je tiens à vous apporter une réponse précise, donc elle ne couvrira pas la mienne. Je veux vous dire que nous prendrons le temps d'attendre cette réponse d'EDF pour voir ensuite ce qu'il est possible de faire en matière de filière. Vous soulignez une fuite médiatique, mais les questions d'actualité au gouvernement, je pense, sont plus qu'un lieu d'échange plutôt que de commentaires de fuite. Je redirais que le fait de disposer, madame Panot, des plans de la ZAC de Flamanville, dont entre nous, on voit à l'œil nu l'emplacement des caméras ou des détecteurs en rien une information classifiée, en rien une information sécurisée,
Madame Panot, on peut les voir à l'œil nu, ces installations, il n'y a aucun risque de sécurité. Vous faites une affaire d'une fuite qui n'en est pas, je vous reconnais bien là, mais ça ne remet en rien notre engagement aux côtés de la filière nucléaire et nos travaux sur le mix énergétique de la France. Je vous remercie. Madame la ministre. Madame Panot, au lieu de crier, il vous reste 5 secondes si vous voulez. Il y a les plans d'une centrale nucléaire de l'EPR dans la nature et vous dites ce n'est pas un problème de sécurité. Vous êtes hallucinant. Vous êtes irresponsable. Merci, Madame Panot. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mes chers collègues, comme vous le savez, on vient de l'entendre, tout va de mal en pis selon certains. Mais s'il y a des difficultés, il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est le cas avec Territoire numérique éducatif. Comme nous l'avons souhaité avec ma collègue Cécile Rilhac, c'est une réponse à la fracture numérique. Ce plan est expérimenté dans le Val d'Oise urbain et dans l'Aisne rurale. Son coût de 27 millions d'euros est entièrement pris en charge par l'État. Ce projet est global, inclusif. Il s'adresse aux élèves, aux familles, aux enseignants, avec un volet formation dédié à la continuité pédagogique. Il vise la sensibilisation des élèves à une culture du numérique et à un usage critique des réseaux sociaux. Il est sans précédent en matière d'équipement. 2700 écrans interactifs, 18 000 tablettes, des kits robotiques. C'est Noël avant l'heure pour 62 écoles du sud de l'Aisne et toutes les classes Ulysse. À Dampleux, à Neuilly-Saint-Front, où je suis allé, oui, la satisfaction est totale. En toute chose, il faut considérer la fin, disait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dont nous allons fêter le 400e anniversaire en 2021. La finalité, c'est faire reculer l'électrolisme et l'illettrisme. La finalité, c'est lutter contre les injustices territoriales et favoriser l'égalité des chances. C'est ça, faire de la politique. Monsieur le ministre, ce plan expérimental est exceptionnel. Pouvez-vous nous dire s'il sera déployé dans d'autres départements? Avec quels critères? Dans quel délai? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Krabal. C'est effectivement un plan de la plus haute importance qui se déploie à la fois dans l'Aisne et dans le Val d'Oise, mais au service de l'ensemble du pays, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une expérimentation. Une expérimentation avec des moyens amples, vous avez rappelé les chiffres, mais c'est des milliers d'élèves qui sont concernés, et dont les principes tirent la leçon de tout ce que nous avons fait sur le numérique dans le passé. D'abord, les leçons anciennes. Nous savons qu'il ne faut pas que de l'équipement. Et dans ce plan de plus de 20 millions d'euros, nous mettons 1 euro pour l'équipement, quand nous mettons aussi 1 euro pour la formation et aussi 1 euro pour les logiciels, c'est-à-dire le software. C'est une méthodologie dont on voit qu'elle commence à fonctionner. Bien sûr, comme il s'agit d'une expérimentation, nous ferons une évaluation, et c'est cette évaluation qui conditionnera l'extension. Mais d'ores et déjà, nous tirons aussi les leçons de la période que nous venons de vivre. Le confinement a montré, hélas, aussi des inégalités en matière numérique. Et dans l'Aisne et dans le Val d'Oise, nous sommes en train de les compenser. Le plan de relance va nous permettre d'aller de l'avant, sans attendre l'extension de cette expérimentation, notamment en venant en appui des collectivités locales pour l'achat d'équipements informatiques, notamment pour les écoles rurales, mais aussi pour l'ensemble des établissements de notre pays. Donc il y a une dynamique autour du numérique. Nous avons fait une vaste concertation sur ce sujet, avec les États généraux du numérique qui ont eu lieu au début du mois de novembre, dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et qui nous permet d'avoir cette stratégie générale sur le numérique pour la France. Cette stratégie générale, elle est une stratégie de discernement, c'est-à-dire de bien investir. Par exemple, investir en favorisant aussi tous ceux qui font de l'équipement français. Dans le cadre de l'expérimentation dont vous parlez, c'est essentiellement des fournisseurs français qui ont été choisis. Et ainsi faire tremplin pour les technologies éducatives fabriquées en France. De même, la stratégie nous amène à être efficace sur le plan pédagogique. C'est le nouveau rôle de Canopé qui va être au service de cette stratégie numérique que je vous remercie d'avoir souligné.
Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, décidément, cette majorité a beaucoup de mal avec le respect des libertés fondamentales. Depuis plusieurs semaines, et en dépit de nos mises en garde, vous voulez passer en force pour imposer des restrictions à l'exercice des libertés publiques et des libertés individuelles. Et à chaque fois, les juges viennent sanctionner vos dérapages. Rappelons-nous la décision du Conseil constitutionnel en juin dernier, qui dénonce dans la loi dite Avia des atteintes disproportionnées à la liberté d'expression et de communication. Le 29 novembre dernier, le juge des référés-libertés vous oblige à réécrire votre copie qui limite à 30 personnes les cérémonies religieuses, en estimant que le gouvernement porte, je cite, « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté de culte ». Et que dire de l'intolérance de cette radio du service public qui veut interdire à une grande association humanitaire la diffusion d'un appel aux dons sous le prétexte que cet appel mentionne les mots « chrétiens d'Orient ». Heureusement, le tollé suscité par cette décision vient de faire reculer cette nouvelle tentative de censure. Nous pouvons également évoquer la préparation du projet de loi sur les principes républicains, qui vise notamment à restreindre très fortement la liberté d'instruction en famille. Dans l'avis qu'il vient de rédiger, le Conseil d'État indique à ce sujet que la réforme prévue par le Gouvernement soulève de délicates questions de conformité à la Constitution. Le Conseil d'État ajoute que la limitation de la liberté des parents n'est appuyée dans l'étude d'impact par aucun élément fiable ni documenté, ce qui montre bien le parti pris de cette mesure idéologique. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous en prendre à nos libertés fondamentales ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton. Peut-être je commencerai par un point de droit et puis un point politique. Le point de droit, lorsque le Conseil d'État émet un avis avant un projet de loi, c'est en aucun cas un arrêt, c'est en aucun cas une décision de justice, contrairement à ce que vous dites. C'est au contraire partie prenante du processus démocratique d'élaboration d'un projet. Je me garderai bien d'ailleurs de le commenter, normalement ça ne se fait pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, le Conseil d'État nous aide à rédiger un projet qui vise quelque chose, et là on arrive au point politique, que vous dites combattre habituellement. Vous nous donnez des leçons de combat contre l'islamisme politique. Et le jour où nous le faisons, vous dites que ce projet va contre les libertés, avant même de savoir quelle est la rédaction de cela. Comme si votre parti pris, c'était de toutes les façons d'attaquer le gouvernement, quoi qu'il fasse, même quand il va dans le sens que soi-disant vous réclamez. Alors, ce que fait ce gouvernement, c'est justement d'aller cibler les pratiques qui sont inacceptables sans pour autant atteindre les libertés fondamentales. Attendez le projet tel qu'il sera présenté demain et vous verrez qu'il sera conforme au principe d'équilibre exposé par le Président de la République et le Premier ministre dès le début, c'est-à-dire d'un côté empêcher les abus que vous dites dénoncer et que pour le coup nous dénonçons, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont quasiment cachés de la puissance publique pour être envoyés parfois dans des hangars, dans des structures informelles, dans l'irrespect complet de leurs droits. Et c'est ce problème-là que nous allons viser. Et bien entendu, nous avons prévu un régime d'exception pour tous les cas légitimes, les cas bien connus comme la santé, les pratiques sportives et artistiques, éventuellement des projets pédagogiques particuliers. Donc nous allons préserver les libertés et protéger les droits de l'enfant. Et c'est la marque de cette majorité, l'équilibre. Merci. Monsieur le député. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous parlez d'exception, mais une liberté, il n'y a pas d'exception. Le principe, c'est la liberté. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le Premier ministre, selon l'INSEE, la Martinique compte 363 480 habitants et a perdu 10% de sa population en 10 ans, alors que la démographie française est en croissance continue. Nous subissons une véritable exsanguination du peuple martiniquais, avec les départs sans retour de tous ces jeunes en quête de formation et d'emploi. Paradoxalement, cet exode des forces vives ne freine nullement l'aggravation du chômage endémique, puisque désormais,
36% des 55 000 chômeurs ont plus de 45 ans. La Martinique est le territoire le plus touché par le chômage des seniors. L'exode massif des jeunes, chômage record des seniors, paupérisation des retraités et vieillissement de la population potentialisent le risque de désagrégation de la Martinique, confirmant l'inefficience des politiques publiques menées depuis longtemps dans ce territoire. Cette situation explosive me conduit à vous réitérer solennellement 4 propositions. La première, l'État doit donner l'exemple en stoppant l'exil forcé des enseignants néo-titulaires de l'éducation nationale vers la France hexagonale dès lors que les postes existent sur le territoire. Deuxièmement, instaurer un dispositif d'aide au recrutement des cadres pour éviter l'effet de trappe à bas salaire et optimiser ainsi le retour des hauts profils martiniquais. Troisièmement, l'administration française se doit de recruter des cadres antillais pour faire exploser le plafond de verre, facteur de discrimination insupportable. Et enfin, quatrièmement, promouvoir enfin la priorité martiniquaise à l'embauche à compétences suffisantes pour tout emploi, public ou privé, à pouvoir sur le territoire. Monsieur le Premier ministre, prendrez-vous enfin les mesures fortes et courageuses permettant le retour et l'emploi au pays de ces forces vives? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Nilor, vous avez raison sur les faits. C'est une spécificité antillaise grave qui nous préoccupe le plus, sur laquelle on le voit bien que la question interroge autant les questions de natalité, mais également effectivement d'émigration. Cela amène donc une série de réponses. La première, elle est connue, c'est le mot attractivité. Vous l'avez dit en filigrane dans votre question. Il faut la prendre de manière très globale. C'est la question de l'emploi. Vous avez rappelé les chiffres. On n'a pas le temps en 2 minutes d'y revenir, mais on l'a fait lors du projet de loi de finances pour 2021 avec des mesures importantes sur lesquelles, bien sûr, il faudra continuer d'avancer. La question de la continuité territoriale que vous n'avez pas évoquée, mais elle est la réponse, bien sûr, à une forme d'assignation à résidence. Et donc, on continue de la développer. La question, évidemment, d'être à la hauteur sur les grands défis qu'attendent votre territoire. Défis sanitaires, évidemment. Comment ne pas citer la question de l'eau dans votre territoire ou en Guadeloupe, évidemment. Comment un jeune peut, de bon cœur, revenir au pays s'il sait qu'un certain nombre de fonctions vitales du service public peuvent être en défaut. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite accélérer sur cette question. Et la pauvreté, monsieur le député, sur lequel on sera amené à travailler ensemble prochainement, parce que je souhaite qu'on puisse adapter le plan pauvreté à vos territoires. Sur l'aspect de votre question sur la fonction publique, et avec Amélie de Montchalin, on va avancer sur cette question, sur le recrutement des cadres. Vous savez que des choses sont en cours sur Mayotte, que des choses ont donné leurs effets en Nouvelle-Calédonie. Il y a néanmoins 2 limites que nous souhaitons mettre à ce débat. La question des quotas. En quelques secondes, je n'ai pas le temps de m'exprimer, mais je pense que c'est une des limites qu'il ne faut pas franchir. Et bien sûr, remettre en cause les critères de transparence de recrutement dans la fonction publique qui font l'honneur de notre service public dans l'Hexagone, mais également, évidemment, dans nos territoires d'outre-mer. Ensuite, pour terminer, ce n'est pas que l'affaire de l'État. D'ailleurs, vous l'avez dit, et je vous en remercie. Les associations accomplissent un travail absolument remarquable. Je pense à l'association Allez Virer, par exemple, qui déploie sur le terrain de bonnes initiatives. Je souhaite aussi que le débat des cantonales et des régionales qui sont devant nous, des territoriales, permette de traiter cette question, parce que ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est aussi l'affaire des collectivités territoriales. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le président Jean-Christophe Lagarde. Merci, monsieur le président. En préambule, vous me permettrez au député UDI de s'associer aux hommages que vous avez rendus au président Valéry Giscard d'Estaing, contribuant à rendre justice à un homme trop longtemps encombré, et vous remercier des initiatives que vous prenez pour saluer sa mémoire. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Au nom de nos collègues Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, députés de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est au bord d'un chaos politique, économique et social. Le projet de reprise de l'usine du Sud suscite chaque jour davantage de tensions. Des milliers de Calédoniens ne peuvent plus y circuler librement. Le conflit s'est étendu à de nombreux sites miniers et Nouméa a été ces derniers jours le théâtre de véritables scènes de guérilla urbaine, avec de nombreux blessés du côté des forces de l'ordre, auxquels nous souhaitons rendre hommage pour leur dévouement exemplaire. Les indépendantistes ont décidé de boycotter le groupe de dialogue créé par le ministre de l'Outre-mer dans la perspective du 3e référendum. Ces événements nous ramènent aux heures les plus sombres de l'histoire calédonienne connue il y a 30 ans.
L'État doit désormais piloter au plus haut niveau ce dossier, à l'instar de Michel Rocard lors des accords de Matignon ou de Lionel Jospin au moment de l'accord de Nouméa. L'État est là-bas un partenaire incontournable, non seulement en tant que signataire des accords, mais également en tant qu'acteur du processus de vente engagé, puisque les financements qu'il apporte représentent 50% de l'enveloppe globale, permettant le rachat de l'usine, soit 500 millions d'euros. Rien ne peut se faire sans lui. Le 4 octobre, au soir du deuxième référendum, le président de la République avait appelé les Calédoniens à dialoguer et imaginer l'avenir. Pour donner corps à cette perspective, l'État ne peut pas se contenter de prendre acte de la situation comme un simple greffier des accords politiques qui lient indépendantistes et non indépendantistes. Il est un acteur majeur du processus engagé depuis 30 ans et il doit le rester. Votre gouvernement doit donc prendre la main et obliger Vale à repousser l'échéance fixée unilatéralement au 31 décembre. À défaut, il est à craindre que l'usine ferme avec 3000 emplois au tapis et que la Calédonie continue à s'enfoncer dans les troubles à l'ordre public, constitutifs d'une véritable ornière économique et politique. La question des 2 députés calédoniens, Monsieur le Premier ministre, est donc la suivante. Quelles sont les initiatives que l'État entend prendre pour mettre un terme à la spirale mortifère dans laquelle s'enfonce la Nouvelle-Calédonie? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde, je veux d'emblée vous dire combien je suis personnellement, avec le ministre Sébastien Lecornu, la situation en Nouvelle-Calédonie, non seulement parce que, vous l'avez dit, les événements récents sont préoccupants, mais parce que je sais la responsabilité du Premier ministre, historiquement, dans le suivi et la gestion de ce dossier. Je rappelle à la représentation nationale que les troubles récents qui ont éclaté, qui ont conduit à des blessures de plusieurs gendarmes et que je tiens ici à condamner fermement, comme vous l'avez fait, sont liés au transfert, ainsi que l'indique votre question, de l'usine du Sud, située sur la commune de Prony, l'usine Vale. Je veux rappeler à la représentation nationale, puisqu'il est question du rôle de l'État, que depuis des années, monsieur le député, vous le savez, pour sauver cette usine, qui n'en est pas à son premier soubresaut, l'État s'est massivement engagé en mettant, c'est de l'argent voté par la représentation nationale, plus de 500 millions d'euros sur la table. Plus de 500 millions d'euros sur la table. Au total, sur l'ensemble de la filière nickel, stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez rappelé, la Cour des comptes a démontré dans un rapport du début de cette année que le coût fiscal était de 730 000 euros par emploi en Nouvelle-Calédonie. Si ça ne s'appelle pas de la solidarité nationale, je ne sais pas ce qu'est la solidarité nationale et nous devons en être fiers. Car en effet, que cherche à faire l'État dans cette affaire? D'abord à sauver les 3000 emplois directs et indirects. C'est notre priorité absolue. Nous avons une usine qui est à vendre et qui trouve effectivement difficilement des repreneurs. L'État est intervenu dès septembre dernier pour retarder la fermeture annoncée de cette usine. Nous avons négocié avec le groupe brésilien Vale pour qu'il parte en laissant 500 millions d'euros dans les caisses. Mais l'État, dans cette affaire, et vous le savez parfaitement, n'est ni le vendeur ni l'acheteur, il n'est pas le propriétaire. Nous garantissons financièrement sur le terrain social et sur le terrain environnemental. Il se trouve qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, il n'y a qu'une seule offre viable pour la reprise de cette usine. Et je peux vous assurer que cette offre que nous soutenons est assortie de conditions strictes que nous avons posées, notamment sur le montage financier et environnemental. Ces conditions pourraient être discutées jusqu'à la signature définitive prévue en janvier prochain. C'est à l'occasion de ce processus que les troubles que vous avez cités ont éclaté. Au lendemain du dernier référendum, j'ai envoyé sur place, dans les conditions sanitaires que chacun connaît, le ministre en charge des Outre-mer, qui a rouvert le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Nous poursuivrons inlassablement, car tel est le premier rôle de l'État,
le dialogue, encourager le dialogue, toujours le dialogue, jusqu'à parvenir avec l'ensemble des acteurs à une solution négociée. Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, avant que la Commission européenne et les gouvernements successifs qui en furent les complices n'aient décidé de tout mettre par terre au profit du dogme de la concurrence libre et non faussée, la France disposait d'un monopole public maîtrisant la chaîne de l'énergie d'un bout à l'autre, EDF-GDF. Il fut méthodiquement déconstruit et avec une imagination débordante, on saucissonna ces différentes activités dans le seul et unique but de créer de toutes pièces des marchés qui n'existaient pas. À présent, la Commission européenne s'impatiente de voir enfin la totalité de la production d'EDF accessible à ses concurrents. Et c'est ainsi que naît le projet Hercule contre lequel les salariés d'EDF sont mobilisés. Ce projet que vous négociez actuellement avec la Commission européenne vise à maintenir la production nucléaire le plus coûteux dans une entité publique EDF Bleu et à mettre tout le reste, dont les énergies renouvelables et la commercialisation, dans une entité privée ouverte EDF Vert. Socialisation des pertes, privatisation des profits, un grand classique du néolibéralisme. Monsieur le Premier ministre, déconstruire EDF, c'est déconstruire la France. Pour planifier la bifurcation écologique, la France a besoin d'un grand pôle public de l'énergie, maîtrisant toute la chaîne d'un bout à l'autre, intégrant notamment General Electric et reconstituant EDF-GDF. Monsieur le Premier ministre, entre la France et les injonctions de la Commission européenne, choisissez. La question vous a été posée plusieurs fois sur différents bancs de cette Assemblée depuis le début de la séance et à cette heure, la représentation nationale n'a toujours aucune réponse. Alors, je vous repose la question une énième fois, Monsieur le Premier ministre. Oui ou non, avez-vous l'intention de détourner le projet de loi de la Convention citoyenne pour y imposer le démantèlement d'EDF ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Quatennens, donc effectivement, c'est une longue conversation que nous poursuivons et qui ne s'éteint pas aujourd'hui, puisque ces négociations, vous l'avez très justement dit, ces négociations, elles se poursuivent, elles ont lieu, rien n'est arrêté, il n'y a pas d'agenda secret. Monsieur Ruffard, simplement vociférer. Différentes hypothèses, simplement une nécessaire réflexion et ne pas avoir de réflexion aujourd'hui sur l'évolution de notre outil industriel nous serait reproché, vous nous en tiendriez pour responsables. Donc ces négociations, elles ont lieu aujourd'hui. À nouveau, cette réflexion sur une éventuelle restructuration ne rime pas avec déstructuration. Nous avons toutes les garanties et nous serons extrêmement attachés, je le redis, à conserver un groupe intégré, à conserver une capacité d'investissement qui protège également les salariés et leur permette de continuer à travailler dans leur expertise et leur savoir-faire. Nous continuerons à assurer Monsieur Ruffin, je vous rappelle le règlement et ce sera notifié ce procès-verbal. Il y en a assez maintenant. Arrêtez de vociférer. Continuez, Madame la Ministre. Nous continuons à assurer donc ce financement du parc nucléaire. Je vous remercie. Et ces négociations, s'il vous plaît, qui vraisemblablement vous intéressent beaucoup moins que la séquence médiatique qui se joue sur ces sujets, ces négociations se poursuivront à la fois dans une réflexion structurelle. Les craintes, et c'est le rôle du Parlement, les craintes ont été... Monsieur le Président, votre masque. Les craintes du Parlement ont été, je crois, largement entendues aujourd'hui et nous y serons vigilants. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la Ministre, vous avez annoncé mercredi dernier la prise en charge par l'État de 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus lourdement impactées par la crise sanitaire. Ce soutien supplémentaire, en plus des mesures exceptionnelles mises en œuvre par le gouvernement depuis le début de la crise,
dont l'activité partielle était nécessaire. Ces aides, parfois de longue durée, ont permis d'éviter de très nombreux licenciements. Mais ce dispositif d'activité partielle a aussi généré ces derniers mois une dette sociale importante. De nombreux professionnels rencontrent aujourd'hui des difficultés pour faire face aux congés payés progressivement accumulés par leurs salariés en activité partielle. Vous y répondez par cette aide économique ponctuelle et non reconductible, ciblée sur certains secteurs. Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises devront avoir connu une baisse d'activité de plus de 90% pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire ou une interruption partielle ou totale d'une durée d'au moins 140 jours en 2020. Ces deux seuils permettent de rendre éligibles les cafés, les restaurants et les hôtels, ainsi que certaines entreprises des secteurs les plus touchés par les fermetures administratives, dont l'événementiel, les discothèques ou les salles de sport. Mais ces seuils excluent des milliers de petites et moyennes entreprises, des milliers de commerçants et d'artisans qui ne pourront faire face aux congés payés de leurs salariés et qui se verront finalement contraints de licencier. Madame la ministre, le gouvernement a fait plus que tout autre pays au monde pour aider nos entreprises. Mais ma question sera simple. Que comptez-vous faire pour renforcer et élargir la prise en charge de ces congés payés à davantage d'entreprises frappées par la crise sanitaire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Emploi et de l'Insertion. Et du Travail. Du Travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise. Donc, vous l'avez rappelé, le gouvernement complète encore l'accompagnement des secteurs les plus affectés par la crise avec la prise en charge d'une partie des congés payés. Avec Alain Griset, nous avons entendu les inquiétudes du secteur des hôtels, cafés, restaurants face aux coûts que représentent les congés payés accumulés pendant les périodes de fermeture des deux confinements. Alors, je voudrais rappeler que l'acquisition de congés payés liés à l'activité partielle n'est pas une décision du gouvernement. Elle résulte d'un accord entre les partenaires sociaux qui date de 2012. Pour autant, dans la période inédite que nous traversons, cela peut représenter une charge importante pour les entreprises qui ont été fermées, pour certaines, près de 5 mois. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de prendre en charge de façon exceptionnelle 10 jours de congés payés à prendre entre le 1er et le 20 janvier pour les entreprises qui sont particulièrement affectées par la crise. Donc c'est, comme vous l'avez dit, des entreprises qui ont été amenées à fermer plus de 140 jours cette année ou qui ont perdu plus de 90% de leur chiffre d'affaires. Cette mesure, je précise qu'elle doit se mettre en œuvre dans le cadre du dialogue social, s'agissant notamment des congés pris par anticipation par rapport à ceux qui doivent être pris, c'est-à-dire l'essentiel des congés acquis en activité partielle doivent être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. Elle va répondre notamment aux difficultés des cafés et des restaurants, mais aussi des hôtels qui n'ont pas été fermés administrativement, mais dont certains ont dû fermer faute de clients. Elle bénéficie à toutes les entreprises qui répondent à ces critères, notamment dans l'événementiel, la culture ou le sport. Donc je crois qu'avec ces mesures, le gouvernement répond de façon pragmatique, réactive et ciblée pour compléter l'ensemble des autres mesures qui ont déjà été prises en accompagnement des entreprises, des artisans et des commerçants. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Non, il n'y a plus de temps libre, Monsieur le député. Si, 11 secondes. Vous avez... Merci pour votre réponse, Madame la Ministre, mais peut-être pensons à un autre mécanisme pour aider des entreprises de taille plus petite qui ne demandent peut-être pas les 10 jours, mais qui demandent peut-être une aide pour ces congés payés. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jérôme Nury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Environnement a dévoilé il y a quelques jours la réglementation environnementale 2020 qui entrera en vigueur dès l'année prochaine pour les bâtiments neufs. Avoir une action ambitieuse en termes d'isolation, de performance des énergies, que ce soit sur le neuf ou la rénovation, est tout à fait louable. Mais cette annonce a créé une immense surprise car elle stigmatise l'énergie gaz. En effet, il sera quasiment interdit à partir de 2021 d'installer du chauffage gaz dans les maisons individuelles et dans les logements collectifs à partir de 2024. Ce bannissement est totalement incompréhensible. En premier lieu, parce que la précédente réglementation thermique de 2012 favorisait l'usage du gaz, car vertueux en termes de rejet de CO2, nous disait-on. Bref, le gaz, c'était écolo hier, et aujourd'hui, ça ne l'est visiblement plus. Cette volte-face du gouvernement sur le gaz pose aussi un problème de cohérence de l'action de l'État. En effet, votre gouvernement, d'un côté, prend des mesures
visant à encourager les opérateurs de gaz à faire des extensions de réseau pour accorder plus de territoire, et de l'autre, vous cisaillez la filière avec la nouvelle réglementation thermique. D'un côté, vous encouragez les agriculteurs à produire du biogaz en débridant le marché de la méthanisation, au risque d'ailleurs de déséquilibrer totalement des pans entiers de l'agriculture avec cette prolifération de méthaniseurs dans les campagnes, et de l'autre, vous faites en sorte que cette énergie ne soit plus utilisée dans les constructions neuves. D'un côté, vous souhaitez mettre fin aux passoires thermiques et au chauffage énergivore, et de l'autre, vous interdisez le chauffage fioul ou gaz, même lorsqu'il s'agit de combustibles verts ou renouvelables. Où est la logique? Qui va être pénalisé par ce tango énergétique? Les artisans du bâtiment appelés encore à modifier leurs offres, les agriculteurs poussés à investir des millions d'euros pour produire du gaz devenu subitement polluant, les foyers les plus modestes qui souvent optent pour des chaudières gaz car plus abordables que les pompes à chaleur ou la géothermie. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous réintroduire un peu de cohérence dans notre stratégie nationale énergétique qui vogue visiblement au gré des ministres de l'Environnement et des influences qu'ils subissent? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nury. Alors, diminuer le bilan carbone de notre parc de logements est une nécessité, vous l'avez très bien dit, je crois que nous partageons cet objectif et cette nécessité. En 2019, il représente 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Or, la loi énergie-climat que le Parlement a votée prévoit que nous atteignions la neutralité carbone en 2050. D'une part, nous entendons diminuer de 30% par rapport à la précédente réglementation le besoin énergétique des bâtiments grâce à de nouvelles normes de construction. D'autre part, nous souhaitons favoriser l'installation de solutions de chauffage économiques et écologiques, à l'instar des pompes à chaleur, vous les avez citées. Et s'agissant de l'avenir de la filière gaz, nous avons 3 éléments en mémoire. D'abord, si le chauffage exclusivement gaz doit être progressivement abandonné, les solutions hybrides permettent l'utilisation ponctuelle du gaz pour faire face au grand froid et elles restent possibles. Ensuite, comme vous le savez, cette nouvelle réglementation elle s'applique aux nouvelles constructions. En 2050, donc, une grande partie du parc actuel sera toujours existant et cette partie sera toujours dans une proportion importante chauffée au gaz. Enfin, le chauffage des logements est loin d'être le seul débouché pour le gaz naturel, qui est également largement utilisé dans l'industrie. Alors oui, monsieur le député, nous devons diminuer notre consommation de gaz naturel importé. C'est une façon de diminuer notre dépendance énergétique et c'est également une façon de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons pour cela fortement le développement du biogaz et je sais que vous y êtes très sensible. Ce biogaz, nous l'accompagnons à travers les tarifs d'achat public. Il représente aujourd'hui moins de 1% de notre consommation de gaz naturel. Nous avons donc des marges de progression très intéressantes. L'enjeu étant avant tout de remplacer progressivement notre consommation de gaz naturel par du biogaz notamment. Et je sais que cet objectif doit nous mobiliser. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Arend. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, secrétaire général à la coopération franco-allemande. Le 22 janvier est une date symbolique pour la relation franco-allemande chère au président Valéry Giscard d'Estaing. Elle marque la conclusion du traité de l'Élysée en 1963 et celle du traité d'Aix-la-Chapelle 56 ans après. Le 22 janvier prochain se réunira la 5e séance plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Les 100 parlementaires des 2 pays qui y siègent s'assurent de la mise en œuvre des traités et travaillent à renforcer notre coopération dans tous les domaines. Depuis 1 an, les travaux de cette Assemblée se sont logiquement concentrés sur la crise liée à la Covid-19. Dès le mois d'avril, nous avions appelé nos gouvernements à œuvrer ensemble vers une réponse plus européenne. À l'heure des discussions sur la relance de nos économies, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la place des projets prioritaires franco-allemands identifiés dans le traité d'Aix au sein du plan de relance européen Next Generation EU. Ces projets répondent aux aspirations de nos concitoyens dans le développement des réseaux ferroviaires, dans la mise en œuvre d'une transition énergétique coordonnée, dans le domaine spatial ou encore du numérique. Le volet sociétal n'est pas en reste. Nos 2 pays se sont engagés dans une réflexion sur notre société de demain avec le Forum d'avenir franco-allemand. Il nous semble approprié, dans un souci de cohérence, d'utiliser le plan de relance européen afin d'avancer sur l'exécution des projets définis par nos 2 gouvernements en 2019. Ces projets sont pertinents sur le long terme et certains ont déjà été initiés. De plus, cet été, le président Macron et la chancelière Merkel s'étaient engagés à défendre ensemble des projets prioritaires lors d'une déclaration commune.
Notre majorité porte une attention vigilante à l'amitié franco-allemande pour une meilleure intégration européenne. Pouvons-nous, monsieur le ministre, compter sur votre intervention lors du prochain Conseil européen des 10 et 11 décembre pour porter avec votre homologue allemand ces projets franco-allemands en tant que projets prioritaires dans le cadre du plan de relance européen? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Arendt, votre question intervient en effet au bon moment puisque ce matin même, je m'entretenais de ces projets du suivi du traité Aix-la-Chapelle avec mon homologue allemand. Et nous sommes à quelques semaines, vous l'avez évoqué, de la date du 22 janvier, date de la journée franco-allemande, des 2 ans du traité d'Aix-la-Chapelle et la date anniversaire du traité de l'Élysée. Je veux dire un mot sur le plan de relance et sa dimension franco-allemande que vous avez rappelé. D'abord pour dire que c'est une initiative franco-allemande en soi. L'accord du 18 mai que le président de la République et la chancelière ont porté a permis d'obtenir un accord sur le plan de relance au mois de juillet, les 750 milliards d'euros que vous connaissez, dont nous travaillons en ce moment au déblocage. Il porte un certain nombre de projets, notamment de projets d'infrastructure et de projets climatiques. Et le 20 août, lorsque le président de la République a reçu à Brégançon la chancelière Angela Merkel, ils se sont accordés pour que dans ce plan de relance, dans nos plans de relance nationaux, il y ait aussi des projets industriels communs qui marquent ces investissements d'avenir. C'est le cas dans le domaine de l'hydrogène, c'est le cas dans le domaine du numérique, de l'espace et de l'intelligence artificielle. Bruno Le Maire sera d'ailleurs demain et après-demain à Berlin pour continuer ce travail avec son homologue allemand, ministre de l'économie, M. Altmaier. Et puis, dans le traité d'Aix-la-Chapelle lui-même, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de projets prioritaires qui rejoignent ces axes de travail et qui sont nombreux. Vous êtes directement impliqués dans certains d'entre eux, les liaisons ferroviaires transfrontalières. Certaines études sont d'ores et déjà financées par des financements européens. Je pense au projet Interreg, c'est le cas pour la liaison Strasbourg-Palatinat, pour la liaison Colmar-Fribourg ou la connexion entre Strasbourg et l'aéroport de Francfort, qui sont toutes à l'étude. Le Fonds citoyen européen, que vous avez défendu avec plusieurs de vos collègues, a déjà identifié un certain nombre de projets associatifs malgré la crise sanitaire. Et je veux souligner un dernier élément très utile, c'est la coopération, le comité de coopération transfrontalière que vous animez, qui nous a permis d'éviter des mesures de fermeture dans cette période d'épidémie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hervé Solignac. Merci, monsieur le président. Ma question porte sur l'avenir de nos sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers sont au cœur de notre modèle de sécurité civile qu'une directive européenne ancienne de 2003 pourrait remettre en cause. Selon cette directive, il faudrait désormais comptabiliser l'activité des pompiers volontaires comme du temps de travail. La menace est aujourd'hui très sérieuse puisque le décret serait sur le point d'être signé. Je veux rappeler ici que la qualité de nos secours tient à la disponibilité de nos pompiers, à la souplesse du système qui permet de les mobiliser facilement et parfois pour des missions longues. Assimiler le volontariat à du travail, c'est à coup sûr ne plus avoir suffisamment de pompiers pour assurer les gardes, armer les casernes et disposer en temps et en heure de ces femmes et de ces hommes qui, justement, ne comptent pas leur temps. Cette réalité est plus vraie encore dans les départements ruraux qui comptent souvent un maillage très fin de petits centres de secours dont l'activité est assurée parfois par une poignée de volontaires. Dans mon département, en Ardèche, il constitue même 92% des effectifs. Si le modèle de volontariat est mis à mal, l'équation est simple. Soit il nous faut davantage de volontaires avec toutes les difficultés que l'on connaît en termes de recrutement, soit nous créons massivement des postes de pompiers professionnels, mais ni l'État ni les collectivités locales n'en ont les moyens. C'est donc une dégradation des secours qui nous menace. Je sais que le gouvernement dialogue avec les autorités européennes. Il est absolument vital d'obtenir gain de cause. Aussi, je souhaiterais savoir comment le gouvernement entend écarter cette menace et exclure définitivement les pompiers volontaires du champ d'application de la directive. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Hervé Solignac, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre engagement sur cette question fondamentale et pour votre question qui, à quelques jours de la Sainte-Barbe, nous permet de rendre hommage à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et de l'ensemble des pompiers qui sont des héros du quotidien et qui sauvent des vies chaque jour. Merci pour eux.
J'étais la semaine dernière avec des pompiers volontaires dans les Yvelines et encore il y a quelques mois avec des pompiers volontaires en Corse. Et je crois que collectivement, nous pouvons être fiers de ce modèle de sécurité civile qui repose notamment sur cet engagement de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. C'est un engagement citoyen et je crois que chacun ici sait leur courage et leur détermination à venir au secours des Français. Ça s'appelle une contextualisation. Pourtant, ces dernières années, il y a des craintes qui sont nées sur leur modèle, des craintes qui sont nées de cette directive européenne que vous avez évoquée sur le temps de travail et notamment sur son interprétation par l'arrêt Matzak. Et le gouvernement l'a dit dès le départ, nous ne voulons pas abandonner ce modèle important de l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers. Donc avec Gérald Darmanin et avec le gouvernement, nous sommes fiers d'avoir remporté une première bataille puisque nous avons négocié au niveau européen et obtenu à l'automne une lettre de la Commission européenne confortant notre modèle. Pour autant, les échanges se poursuivent. Et monsieur le député, je voudrais vous assurer sur le fait que depuis le début du mandat, cette majorité, avec force, avec détermination, s'est engagée pour la sécurité civile et pour les sapeurs-pompiers. Notamment, nous travaillons à une meilleure coordination de leur travail avec le SAMU, avec les services ambulanciers. Nous avons pris des mesures pour renforcer la sécurité et notamment les équipements. Nous avons augmenté la prime de feu. Nous avons engagé la grande majorité des mesures du plan d'action pour les sapeurs-pompiers volontaires, pour leur permettre aussi d'attirer des vocations et de renforcer l'attractivité de cet engagement. Nous sommes ici tous et toutes fiers de cet engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Et je tiens à le rappeler, c'est aussi un bel engagement citoyen. Et j'appelle les jeunes qui peut-être nous regardent à rejoindre aussi les sapeurs-pompiers volontaires et à s'engager à leur côté et peut-être à découvrir une vocation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci, Madame la Ministre, pour une compassion que nous partageons tous et que je partage évidemment, mais je ne suis qu'à moitié rassuré. Je veux vraiment vous alerter sur le risque qu'il y a à avoir des centres de secours vides si jamais nous ne traitons pas cette question. Il ne faut pas assimiler le volontariat à du temps de travail, sinon c'est le secours public français qui est menacé. Merci, monsieur le député. Avant d'appeler la dernière question, je vous rappelle qu'à l'issue des questions au gouvernement, la séance ne sera pas suspendue car je prononcerai l'éloge funèbre de notre regretté collègue Jean-François Césarini. La parole est à monsieur Jean Lassalle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, ce 8 décembre, dans 16 jours précisément, environ 40 000 enfants placés en foyer, sans parents ni famille, devraient passer les fêtes de Noël dans des familles bénévoles ou des centres de vacances. Ils sont attendus par des milliers de volontaires et d'associations à travers toute la France. Tout est prêt. L'organisation des rencontres, les mises en contact, les transports. Des associations, entre autres le Secours populaire, le Secours catholique, tirent la sonnette d'alarme. Le décret du 27 novembre dernier, relatif à l'organisation des activités en hébergement, remet drastiquement en question et annulera ces vacances de Noël pour ces enfants placés. Quel crève-cœur! Ils ont déjà vécu une année compliquée pour des enfants, avec le confinement et la déscolarisation. Ils comptent beaucoup sur ce moment si particulier, convivial, fraternel et magique de Noël. Certains de ces enfants ont été brisés. Ils vivent des souffrances psychologiques très fortes. Nous les priverons de ce qu'ils attendent le plus toute l'année durant, c'est-à-dire un repas de Noël, avec des familles bénévoles, dévouées, des cadeaux et des copains. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à déplacer des montagnes pour ces enfants seuls au monde, afin de leur offrir cette lueur de bonheur de vraie fête de Noël? Elle constituera pour nous tous un moment de fierté et d'espoir. Tant de Français vous le demandent, des étoiles dans les yeux. N'oublions pas ces enfants. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Jean Lassalle, merci de parler des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont confiés à notre protection, à toutes et tous. Merci de parler avec cette bienveillante attention que vous avez d'ailleurs sur ce sujet depuis longtemps, avec d'autres députés sur tous les rangs. Et que moi-même, vous connaissez mon engagement personnel sur les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance majeure. De nombreux acteurs de la protection de l'enfance ont fait remonter des inquiétudes légitimes concernant une attente très simple, celle de permettre aux enfants accueillis de partir en vacances à Noël.
Le Gouvernement voit deux raisons de bon sens à cette demande légitime. D'une part, le besoin pour ces enfants accueillis d'avoir une respiration, notamment lorsqu'un retour dans leur famille n'est pas envisageable, et d'autre part, la nécessité de permettre à leurs encadrants, soumis à forte pression pendant ce confinement, au contact d'enfants dont la prise en charge est parfois difficile, de prendre des congés. Ces remarques, nous les avons entendues. Le Gouvernement et le secrétaire d'État, Adrien Taquet, ont fait savoir à vos collaborateurs, d'ailleurs, monsieur le député, qui ont été récemment en contact, que nous y réfléchissons. Le Gouvernement souhaite que les enfants accueillis dans un établissement d'aide sociale à l'enfance ou en famille d'accueil puissent partir en colonie de vacances pour les congés de Noël, dans le strict respect du protocole sanitaire. Il faut bien sûr regarder si les conditions sont respectées, mais sachez que ce dialogue se poursuit et devrait aboutir dans les tout prochains jours. Merci. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.